À la triste faveur du confinement de mars 2020, j'ai remis en chantier, plus tôt que prévu, un diaporama sur les châtiments, recueil poétique de Victor Hugo. Au cours de mes 3 années de coopération au Maroc, je m'étais initié, avec le Centre culturel français de Casablanca, aux différentes techniques audiovisuelles, prise de vue, notamment pour les reproductions, enregistrement et montage. Et de ce fait, j'avais déjà réalisé ou co-réalisé 3 montages audiovisuels. Pour ne pas vous retarder dans le présent historique, je n'ai gardé en général que les en-têtes des articles de presse ou la page 1 des programmes de mon parcours de diaporamiste. Vous trouverez en annexe, après le générique de fin, l'intégralité de tous ces documents. À mon retour en France, en 1971, j'ai été nommé à Gap dans les Hautes-Alpes, au lycée de filles, l'actuel lycée Aristide Briand. Et, pour appliquer ces techniques audiovisuelles, j'ai choisi ce recueil des châtiments que m'avait fait découvrir et aimer Feu Pierre Albuy lors de mes études supérieures à Montpellier. Je confiais à 2 élèves de première et à 4 élèves de seconde le soin de réciter les 7 poèmes de l'expiation, qui sont la clé du recueil et qui sont toujours cités dans les éditions scolaires des châtiments. De mon côté, à partir d'une édition publiée au Club du livre progressiste, à la couverture austère, mais avec l'intégralité des textes, je complétais mon choix de poèmes et j'écrivis un commentaire pour les situer. Une élève de seconde dessina les principaux titres du recueil et je les reproduisis avec les illustrations contenues dans cette édition et dans divers manuels courants d'histoire. La première version du diaporama, riche d'une vingtaine d'accompagnements musicaux, était née et pouvait être présentée au lycée en juin 1972. Moyennant cette modeste réalisation, je pus obtenir l'autorisation d'entrer en 1973 à la Bibliothèque nationale de Paris, dans ce fameux cabinet des estampes dont la référence fréquente dans mes manuels d'histoire m'avait toujours fait rêver. J'eus ainsi à ma disposition, pendant 3 ou 4 jours des vacances de Pâques, les catalogues des œuvres d'Honoré Daumier rassemblés en 1904 par Louise Delteil. Comme les droits de reproduction étaient très modestes, l'équivalent actuel de 3 centimes d'euros par cliché, non seulement j'engrangeai autant de diapos que je voulus, mais je pris encore 2 pellicules pour négatifs noir et blanc et, à mon retour à Gap, je tirai sur papier un choix de ces négatifs pour donner un aperçu du génie plastique multiforme de Daumier, dessinateur, peintre et sculpteur. L'installation de cette expo, dans le hall du lycée, me fit entrer en contact avec un collègue, René Meffredi, poète, musicien, électronicien et spécialiste des bandes de son. Il allait bientôt devenir mon ami et mon alter ego diaporamiste pour toutes mes co-réalisations futures jusqu'à sa disparition en 2006. La carrière de Daumier commença en 1830 avec l'installation de la monarchie de Juillet. Et les dessins de Daumier parurent dans La Caricature, puis dans le Charivari, où, à partir d'une esquisse du fondateur de cette revue satirique républicaine, Daumier avait stigmatisé le roi Louis-Philippe. Des peintures plus graves rappelleront la cruelle répression du 15 avril 1834 où furent tués tous les habitants de la rue Trasnonin. Après l'installation du Second Empire, Daumier reporta sur Napoléon III son dégoût de Louis-Philippe en créant le personnage de Ratapoil. D'abord sculpté en 1850, il allait ensuite apparaître dans quantité d'estampes, marionnettes filiformes ridicules, seul ou entouré de ses plus fidèles soutiens, pour ne pas dire suppôts, le clergé et la bourgeoisie. Les estampes de Daumier couvrent tout le Second Empire, jusqu'au désastre de Sedan. Estampes légendées, Square Napoléon, 1870. Parmi ces quelques 40 000 estampes, la dernière que Daumier réalisa vint illustrer en 1872 la 40e édition des Châtiments. Vous en verrez une quarantaine d'autres dans le cours du diaporama. En plus de cette moisson, dans les estampes de Daumier, j'avais également pris des clichés des désastres de la guerre, gravés par Francisco Goya, que je devais utiliser l'année suivante en créant, avec d'autres élèves de seconde, un spectacle sur Montserrat d'Emmanuel Robles. Et à mon départ de ce cabinet des estampes, il me fut offert un lot de magnifiques reproductions de ces eaux fortes, témoins des horreurs commises en Espagne
lors des conquêtes de Napoléon Ier. Cette moisson d'estampes eut une destinée variable. Ainsi, sur ce vieux document d'archives, vous pouvez deviner que mon expo sur Daumier fut exporté au moins une fois, fin 74 ou début 75, lorsque je vais présenter à Apt notre diaporama sur les fleurs du mal. Par contre, comme en témoigne le tableau bilan que je réalisais au début des années 80, la version 74 des châtiments, enrichie des estampes de Daumier, est absente. Elle fut éclipsée par la création et ou la diffusion d'une trentaine d'autres diaporamas co-réalisés en classe ou en dehors. Ceux qui apparaissent en caractère gras ont fait l'objet d'au moins une séance grand public, et ceux qui sont en plus surlignés en vert ont perduré. Très rapidement, j'avais remplacé l'appellation montage audiovisuel, souvent connoté de façon péjorative, par le terme diaporama. Et, comme les diaporamas d'hier et d'aujourd'hui dépassent rarement 10 minutes, je lançais l'expression diaporama géant, puisque, vous le voyez, dans la colonne de droite, bon nombre de nos co-réalisations devaient durer bien au-delà de l'heure. Après ce survol des diaporamas qui ont éclipsé ma propre réalisation sur les châtiments, je voudrais insister sur certains d'entre eux qui en sont sans doute le prolongement ou le dérivé. Ainsi, en septembre 1972, deux de mes élèves de seconde que j'avais enregistrés pour les diaporamas sur le Maroc et sur les châtiments me demandèrent, n'étant plus dans une de mes classes, de créer, au sein du foyer socio-éducatif du lycée, un club de montage audiovisuel, afin de réaliser, en dehors des cours, ce qu'elles avaient pratiqué en cours l'année avant. Leur choix se porta sur les fleurs du mal de Baudelaire, inscrits à leur programme des épreuves anticipées de français. L'année suivante, René Beffredi s'occupant de la bande-son, moi des reproductions en diapo, chacune des deux dirigea une réalisation. Dominique Nurisseau, qui avait déjà créé 3 autres diaporamas, un sur Éluard, un second Napoléon vu par Hugo, un troisième sur la Commune de Paris, choisit le thème de la résistance à travers l'histoire, l'essentiel étant la résistance au nazisme en Europe. Sur la photo, à droite de Dominique Nurisseau, la réalisatrice qui gère la projection, Patricia Lama, cofondatrice du club de montage. En 1976, Dominique devait signer un dernier diaporama, Israël en Palestine. Le titre était osé en 1976. Sa camarade, Patricia Lama, de son côté, pour son diaporama SOS chansons engagées, fit un choix dans les chansons de Brel, Brassens, Ferrat, Ferré, Moustaki le Forestier. Elle n'eut pas le temps de trouver les illustrations voulues. Je le fis à sa place, avec un lot explosif de dessins d'humour. Le prolongement le plus éclatant du diaporama sur les châtiments est sans nul doute, en 1977, la réalisation d'Aimé Bertin, ami et collègue d'un autre lycée de Gap, Napoléon, mythes et réalités. Son réalisateur étant disparu prématurément, je fis plus tard numériser son œuvre pour en obtenir un DVD, comme pour les 2 diaporamas précédents, et, en 2018, je les fis poster sur YouTube. Après une large diffusion du diaporama, Woodstock 10 ans après, il fut évident que le cadre d'un foyer socio-éducatif de lycée était désormais trop étroit. De ce fait, avant que je ne quitte Gap, pour lancer la création d'un nouveau diaporama, Brel n'est pas mort, fut créé avec, comme membre fondateur, ceux dont je viens de vous citer les œuvres, la GAV, Association gapençaise pour l'audiovisuel. La GAV, cette fleur du désert, comme l'était Gap pendant la décennie de création, dont j'allais assurer plus loin la diffusion. Les différents chiffres qui figurent dans cette fleur d'agave sont la synthèse des rôles joués par les membres fondateurs de cette association. À côté, en effet, du tableau bilan que je vous ai montré plus haut, figurait globalement, pour chaque titre de diaporama, mon rôle, celui des autres réalisateurs, le lieu de sa création et celui de sa diffusion. Avec le soutien financier de la GAV, je dirigeais, dans des conditions semi-professionnelles, une refonte complète du diaporama sur les fleurs du mal, dont l'ancienne version, faite avec les moyens du bord,
avait été plus que bien accueilli en 1976 au Festival Off d'Avignon. L'aboutissement de la diffusion de cette décennie de création atteignit son sommet en mars 2006 lorsque j'organisais à Gap le premier festival de diaporama géant. Mais cette diffusion avait commencé bien avant 2006. Ainsi, le 15 mars 2000, alors que depuis près de 20 ans, j'avais suivi mes enfants dans la Nièvre, à Varennes-Vauzelles, je présentais à la bibliothèque municipale de Nevers la version du diaporama telle que je l'avais laissée en 1974. Et elle fut plutôt bien accueillie, comme en témoigne l'unique trace médiatique de cette œuvre. En mars 2013, alors que depuis 2 ans, je présentais chez moi tout le lundi une grande œuvre littéraire, je présentais à mon public une version toute nouvelle de mon diaporama. Au détriment de la musique, que je supprimais entièrement, je rajoutais quelques poèmes célèbres que je n'avais pu garder dans la version précédente, et j'enregistrais seul tous les textes et leurs commentaires, parfois enrichis. J'ai surligné en rouge les différents textes ajoutés aux autres que vous allez bientôt entendre. Les références chiffrées, placées entre parenthèses, à côté de chaque titre, renvoient aux fichiers audio de mes enregistrements à MP3. Ces fichiers audio sont disponibles et téléchargeables gratuitement en prenant contact avec moi. C'est au dernier vers d'Ultima Verba, toute dernière parole, que se situe ce vers, si souvent cité de Hugo, qui résume sa résistance à Napoléon III. Et s'il n'en restait qu'un, je serai celui-là. Après avoir été initié au montage numérique par Louis Salton, expert en informatique, devenu mon nouvel alter ego diaporamiste, j'ai pu réaliser sur mon ordi 5 nouveaux diaporamas. J'y reviendrai dans l'annexe annoncée. Et le dernier en date m'a rappelé le rôle déterminant de l'humour dans une réalisation, surtout en ces temps de confinement, d'où ma remise en chantier des châtiments. « 10 décembre 1848. Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République avec 5 400 000 voix contre 2 millions répartis entre les autres candidats. Les paysans et les ouvriers avaient voté en masse pour le neveu du grand empereur, fils de l'ancien roi de Hollande, Louis Bonaparte, et d'Hortense de Beauharnais. On le jugeait insignifiant, mais il avait pour lui son nom, car la légende napoléonienne avait effacé les mauvais souvenirs de l'époque impériale.
Le prince-président, Louis-Napoléon, bien décidé à suivre la voie de son illustre prédécesseur, choisit le jour anniversaire du sac de Napoléon Ier et de son triomphe à Austerlitz pour que des affiches posées dans la nuit informent le peuple de la dissolution de l'Assemblée nationale et l'appel aux urnes pour entériner son coup d'État. Morny, ministre de l'Intérieur, avec l'aide de la troupe commandée par Saint-Arnaud, déclenche une sanglante répression qui culminera la nuit du 4 décembre, notamment au boulevard Montmartre. Victor Hugo avait soutenu la candidature de Louis-Napoléon aux élections présidentielles de 1848, mais il ne tarda pas à passer du côté des opposants républicains. Au lendemain du coup d'État de 1851, avec un groupe de députés républicains, il essaya d'organiser la résistance armée dans les faubourgs, mais il se heurta à l'indifférence. Victor Hugo, qui avait été, avec Béranger, un des premiers responsables du culte rendu à Napoléon Ier, s'était déjà insurgé contre le prince-président qui essayait d'obtenir légalement le pouvoir à perpétuité par la révision de la Constitution. Devant l'Assemblée nationale, en effet, le 17 juillet 1851, il apostrophait ainsi Louis-Napoléon. Quoi? Parce qu'un génie est venu, qui a fait l'histoire gigantesque, dont l'éblouissement dure encore, qui a enchaîné la Révolution en France, et qui l'a déchaînée en Europe, qui a donné à son nom, pour synonymes éclatants, Rivoli, Iéna, Essling, Friedland, Montmirail. Quoi? Parce qu'après 10 ans d'une gloire immense, d'une gloire fabuleuse à force de grandeur, il a, à son tour, laissé tomber l'épuisement, ce sceptre et ce glaive qui avaient accompli tant de choses colossales. Vous venez, vous voulez, vous, les rassembler après lui, comme il les a ramassés, lui, Napoléon, après Charlemagne, et prendre dans vos petites mains ce sceptre des titans, cette épée des géants? Pourquoi faire? Quoi? Après Auguste? Augustule? Quoi? Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit. Le fil directeur de la majeure partie des poèmes de Châtiment est contenu dans ce fragment de discours. La comparaison entre la destinée héroïque qu'il attribue au premier Napoléon et le sort misérable dont il menace celui qui n'allait pas tarder à devenir Napoléon III. Le 20 décembre 1851, un premier plébiscite, en effet, approuva la conduite de Louis-Napoléon et lui donna les pouvoirs nécessaires pour faire une nouvelle constitution. Victor Hugo explique, dans son Napoléon le Petit, pourquoi 7 millions de personnes contre 600 000 avaient répondu oui. Il a dit au peuple, choisis entre la belle et la bête. La bête, c'est le communisme. La belle, c'est ma dictature. Choisis, pas de milieu. La société par terre, ta maison brûlée, ta grange pillée, ta vache volée, ton champ confisqué, ta femme violée, tes enfants massacrés, ou moi, empereur. Choisis, moi ou croque-mitaine. Le bourgeois effrayé et par conséquent enfant, le paysan ignorant et par conséquent enfant, ont préféré M. Bonaparte à croque-mitaine. C'est là son triomphe. Par peur et par ignorance, la France avait abdiqué sa liberté.
Mais, avant l'installation du Second Empire, depuis le 11 décembre 1851, Victor Hugo, mis au nombre des proscrits pour cause de sûreté générale, avait gagné Bruxelles quelques jours avant le plébiscite truqué de décembre 1851. Il y rédigera Napoléon le Petit. Mais, jugeant insuffisantes les invectives qu'il lançait en prose au prince-président, Victor Hugo commença à l'attaquer en vers dans les châtiments. Victor Hugo ne put poursuivre son entreprise en Belgique. Le gouvernement belge l'expulsa. L'auteur de Napoléon le Petit se réfugia à Jersey, île anglo-normande en vue des côtes de France, où, en 2 ans, il acheva ce vaste recueil lyrique, épique et satirique qui compte plus de 6000 vers répartis en 7 livres. Dès novembre 1853, plusieurs éditions clandestines, comme le furent celles des poèmes d'Éluard et d'Aragon lors de la dernière guerre, s'efforcèrent de ranimer la foi des Français dans la République et dans la liberté. De longs poèmes encadrent le recueil des châtiments, Nox et Lux. Nox, le poème initial, présente d'abord les préparatifs du coup d'État de Louis-Napoléon, dans la nuit du 1er au 2 décembre 1851. Et pourtant, flairant dans l'ombre les escrocs, le dogue Liberté gronde et montre ses crocs. Évoquant les suites immédiates de ce coup d'État, Victor Hugo s'emporte ensuite contre l'océan, qui se fait le complice du prince, en acceptant de déporter des centaines de républicains, parmi les vents et les écueils, vers Cayenne, aux fosses profondes. L'auteur des châtiments indique enfin ce qu'il souhaite pour Louis-Napoléon. Quand nous tiendrons ce traître abject, frissonnant, blême, affirmons le progrès dans le châtiment même, la honte et non la mort. Livre 1. La société est sauvée. À chacun des 7 livres, l'ironie de Victor Hugo a donné pour titre un des slogans par lesquels Louis-Napoléon et ses flatteurs justifiaient le coup d'État. En effet, on a tué la nuit, on a tué le jour, l'homme, l'enfant, la femme. Crime et deuil, ce n'est plus l'aigle, c'est le vautour qui vole à Notre-Dame. Dans le quatrain qui suit, en un raccourci saisissant dont il a le secret, Victor Hugo remplace Napoléon III par Cartouche, célèbre chef d'une bande de voleurs parisiens au XVIIIe siècle, et Sylla, célèbre général et dictateur romain qui proscrivit ou fit assassiner ses opposants. Les bons jetés vivants au bagne ou morts au fleuve. L'homme juste proscrit par Cartouche Sylla. L'innocent égorgé, le deuil sacré des veuves, les pleurs de l'orphelin, ils vendent tout cela. Dans de nombreux poèmes des châtiments, comme dans la chanson suivante, Victor Hugo dénonce les fêtes fastueuses données par Napoléon III aux Tuileries, à Saint-Cloud ou autres résidences impériales. Chanson. Courtisans, attablés dans la splendide orgie, la bouche par le rire et la soif élargie, vous célébrez César, très bon, très grand, très pur. Vous buvez, apostats à tout ce qu'on révère, le chypre à pleine coupe et la honte à plein verre. Mangez, moi, je préfère, vérité, ton pain dur. Boursiers qui tont le peuple, usuriers qui le trichent, gais soupeurs de chevet, ventrus, coquins et riches, amis de foules juifs et de mots pâles grecs, laissez le pauvre en pleurs sous la porte cochère, engraissez-vous, vivez et faites bonne chère. Mangez, moi, je préfère, probité, ton pain sec. L'opprobre est une lèpre et le crime une dartre. Soldats qui revenaient du boulevard Montmartre, le vin au sang mêlé jaillit sur vos habits. Chantez, la table emplie d'écoles militaires, le festin fume, on trinque, on boit, on roule à terre. Mangez, moi, je préfère, ô gloire, ton pain bis. Ô peuple des faubourgs,
je vous ai vu sublime. Aujourd'hui vous avez, cerf grisé par le crime, plus d'argent dans la poche. Au cœur, moins de fierté. On va, chaîne au cou, rire et boire à la barrière. Et vive l'empereur, et vive le salaire. Manger. Moi, je préfère ton père noir, liberté. Livre 2. L'ordre est rétabli. À l'obéissance passive des soldats de la Révolution qui luttaient pour conquérir la liberté, Victor Hugo oppose celle des généraux de Napoléon III payés pour assassiner la liberté. Histoire, qu'en dis-tu? Les vieux dans les batailles couraient sur les canons vomissant les mitrailles. Ceux-ci vont, sans trembler, foulant aux pieds, vieillards sanglants, femmes mourantes, droit au crime. Ce sont deux façons différentes de ne pas reculer. Pour apprécier la chute du poème suivant, on se souviendra que Vidocq était un ancien bagnard qui, au XIXe siècle, dirigea la brigade de sûreté française. Cet homme fait venir, à l'heure où la nuit voile Paris dormant encore, des généraux français portant la triple étoile sur l'épaulette d'or. Il leur dit « Écoutez, pour vos yeux seuls, j'écarte l'ombre que je répands. Vous crûtes jusqu'ici te jeter Bonaparte, mon nom est guet-apens. C'est demain le grand jour des funérailles et le jour des douleurs. Vous allez vous glisser sans bruit sous les murailles, comme au font les voleurs. Vous prendrez cette pince, à mon service usé, que je cache sur moi, et vous soulèverez avec une pesée la porte de la loi. Puis, hurrah, sabre au vent, et la police en tête, et main basse surtout, sur vos chaises africains, sur quiconque est honnête, sur quiconque est debout, sur les représentants et ce qu'ils représentent, sur Paris terrassé, et je vous paierai bien. Les généraux consentent. Vidocq eut refusé. Livre 3. La famille est restaurée. Pourquoi personne à ta fenêtre? Et pourquoi ton jardin sans fleurs, ô maison? Où donc est ton maître? Je ne sais pas, il est ailleurs. Chien, veille au logis. Pourquoi faire? La maison est vide à présent. Enfant, qui pleures-tu? Mon père. Femme, qui pleures-tu? L'absent. Où s'en est-il allé? Dans l'ombre. Flot qui gémissait sur l'écueil, d'où venez-vous? Du bagne sombre. Et qu'apportez-vous? Un cercueil. L'expression toujours actuelle, liste civile, renvoie à la dotation annuelle consentie à un chef d'État. Millions, millions, châteaux, liste civile. Un jour, je descendis dans les caves de l'île. Je vis ce morne enfer. Des fantômes sont là, sous terre, dans des chambres, blêmes, courbés, ployés. Le rachis tord leurs membres dans son poignet de fer. Là, dort le désespoir sur son haillon sordide. Là, l'avril de la vie, ailleurs tiède et splendide, ressemble au sombre hiver. La Vierge, rose aux joues, dans l'ombre et violette. Là, rampe dans l'horreur, la maigreur du squelette, la nudité du ver. C'est de cette détresse et de ces agonies, de cette ombre où jamais, dans les âmes ternies, espoir tu ne vibras. C'est de ces bouges noirs, pleins d'angoisses amères, c'est de ce sombre amas de pères et de mères qui se tordent les bras. Oui, c'est de ce monceau d'indigence terrible que les lourds millions, étincelants, horribles, semant l'or en chemin, rampant vers les palais et les apothéoses, sortent, monstres joyeux et couronnés de roses, et teints de sang humain. Livre 4. La religion est glorifiée. Dans les 3 premiers livres du recueil, Victor Hugo a souvent souligné combien la religion était bafouée et s'était rendue complice des succès de Napoléon III. Dans ce livre 4, il vise plus spécialement les journalistes catholiques, notamment Louis Veuillot, directeur du quotidien catholique L'Univers religieux. Petit rappel, Escobar est un jésuite espagnol du XVIIe siècle, Patouillet, un jésuite dijonnais
du XVIIIe siècle, Bobèche, un célèbre bouffon du Premier Empire. Parce que vous comptez d'effroyables sornettes, qui font des temples saints trembler les vieux piliers, parce que votre style blouit les lunettes et des duègnes et des marguilliers, parce que la soutane est sous vos redingotes, parce que vous sentez la crasse et non l'œillet, parce que vous bâclez un journal de bigote, pensé par Escobar, écrit par Patouillet, pour attirer les sots qui donnent tête bêche dans tous les vils panneaux du mensonge immortel, vous avez adossé le tréteau de Bobèche aux saintes pierres de l'autel. Vous croyez le droit, trempant dans l'eau bénite cette griffe qui sort de votre abject pourpoint de dire « Je suis saint, ange, vierge et jésuite, j'insulte les passants et je ne me bats point. » Votre immonde journal est une charretée de masques déguisés en prédiquant Camus, qui passent en prêchant la cohue ameutée et qui parlent argot entre deux orémus. L'église du bon Dieu n'est que votre buvette. Vous offrez l'alliance à tous les inhumains. On trouvera du sang au fond de la cuvette, si jamais, par hasard, vous vous lavez les mains. Ô Saint du ciel, est-il, sous l'œil de Dieu qui règne, charlatan plus hideux et d'un plus lâche esprit, que ceux qui sans frémir accrochent leur enseigne au clou saignant de Jésus-Christ. C'est pourtant à cause de ces charlatans qu'au nom de la morale chrétienne, un tribunal du Second Empire condamna les fleurs du mal dès leur parution en 1857, et que Charles Baudelaire, accablé, dut payer 6 000 francs d'amende et enlever de son recueil 6 poèmes condamnés. Et ce jugement ne fut cassé qu'un siècle plus tard. Par contre, l'exilé volontaire de Guernesey, Victor Hugo, dont nous venons d'entendre dans le livre précédent comment la famille était prétendument restaurée, prit la défense de Baudelaire, qui lui avait envoyé un exemplaire de ses fleurs du mal. Se référant aux vers extraits des tableaux parisiens consacrés à ces petites vieilles qui rampent, flagellées par les bises iniques, frémissantes au fracas roulant des omnibus, Victor Hugo, après avoir avoué à Baudelaire qu'il avait toujours dit l'art pour le progrès, termina par ces mots. « Monsieur, vous écrivez des choses profondes et sereines. Vous aimez le beau. Donnez-moi la main. » Livre 5. L'autorité est sacrée. Sur l'air de Malbrousse en va en guerre, Victor Hugo fait chanter tous leurs vœux aux brigands les plus célèbres de l'histoire et de la littérature. Robert Macaire, bandit type, héros d'un mélodrame du début du XIXe siècle, montre à tous ces brigands que leurs vœux les plus chers sont couronnés en Napoléon III. Ça, dit Robert Macaire, Paris tremble douleur aux misères. Ça, dit Robert Macaire, pourquoi ces cris de pan? Pourquoi ces cris de pan? Pourquoi cette colère? Paris tremble douleur aux misères. Pourquoi cette colère? Ne sommes-nous pas rois? Ne sommes-nous pas rois? Regardez le Saint-Père, Paris tremble douleur aux misères. Regardez le Saint-Père, portant sa grande croix, portant sa grande croix. Nous sacre tous ensemble, aux misères, aux douleurs, Paris tremble. Nous sacre tous ensemble, dans Napoléon III, dans Napoléon III. Les grands événements se reproduisent 2 fois, notait un philosophe à la fin du XIXe siècle. La première fois, c'est une tragédie, la deuxième, c'est une farce. C'était déjà la conviction de Victor Hugo dans son discours de juillet 1851 devant l'Assemblée nationale. Dans ce long poème de 386 vers, intitulé L'Expiation, le plus long des châtiments, Victor Hugo fait d'une pierre 2 coups. Le règne farcesque de Napoléon III, qu'il ridiculise, est en effet la véritable punition infligée par Dieu à Napoléon Ier, qui, par son coup d'État du 18 Brumaire, avait tourné à son profit les conquêtes de la Révolution
pour la liberté. Fidèle au rythme ternaire de sa pensée, Victor Hugo évoque d'abord l'épopée napoléonienne à un triptyque célèbre. Premièrement, la retraite de Russie. Deuxièmement, Waterloo. Troisièmement, Sainte-Hélène. Il neigeait. On était vaincu par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Sombre jour. L'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Il neigeait. L'âpre hiver fondait en avalanche. Après la plaine blanche, une autre plaine blanche. On ne connaissait plus les chefs, ni le drapeau. Hier, la grande armée, et maintenant troupeau. On ne distinguait plus les ailes, ni le centre. Il neigeait. Les blessés s'abritaient dans le ventre des chevaux morts. Boulets, mitrailles, obus, mêlés aux flocons blancs, pleuvaient. Les grenadiers, surpris d'être tremblants, marchaient pensifs, la glace à leurs moustaches grises. Il neigeait toujours. La froide bise sifflait. Sur le verglas, dans des lieux inconnus, on n'avait pas de pain et l'on allait pieds nus. Ce n'étaient plus des cœurs vivants, des gens de guerre. C'était un rêve errant dans la brume, un mystère, une procession d'ombres sous le ciel noir. La solitude vaste, épouvantable à voir, partout apparaissait, muette vengeresse. Le ciel faisait sans bruit avec la neige épaisse, pour cette immense armée, un immense linceul. Et chacun se sentant mourir, on était seul. Toute une armée ainsi dans la nuit se perdait. L'empereur était là, debout, qui regardait. Il était comme un arbre en proie à la cognée. Sur ce géant, grandeur jusqu'alors épargnée, le malheur, bûcheron sinistre, était monté. Et lui, chêne vivant, par la hache insulté, tressaillant sous le spectre aux lugubres revanches, il regardait tomber autour de lui ses branches. Chefs, soldats, tous mouraient, chacun avait son tour. Stupéfait du désastre et ne sachant que croire, l'empereur se tourna vers Dieu. L'homme de gloire trembla. Napoléon comprit qu'il expiait quelque chose peut-être. Et livide, inquiet, devant ses légions sur la neige semée. Est-ce le châtiment, dit-il, Dieu des armées? Alors il s'entendit appeler par son nom. Et quelqu'un qui parlait dans l'ombre lui dit: Non. Waterloo, 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 morne plaine, comme une onde qui bout dans une urne trop pleine, dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, la pâle mort mêlait les sombres bataillons. D'un côté c'est l'Europe, et de l'autre la France. Choc sanglant, des héros Dieu trompaient l'espérance. Tu désertais, victoire, et le sort était là. Ô Waterloo, je pleure et je m'arrête, hélas, car ces derniers soldats de la dernière guerre furent grands. Ils avaient vaincu toute la terre, chassé 20 rois, passé les Alpes et le Rhin, et leur âme chantait dans les clairons des reins. Carnage affreux, moment fatal, l'homme inquiet sentit que la bataille entre ses mains pliait. Derrière un mamelon, la garde était massée. La garde, espoir suprême et suprême pensée. « Allons, faites donner la garde !» cria-t-il.
et lanciers, grenadiers aux guêtres de Couty, dragons que Rome eût pris pour des légionnaires, cuirassiers, canonniers qui traînaient des tonnerres, portant le noir colbac ou le casque poli, tous, ceux de Friedland et ceux de Rivoli, comprenant qu'ils allaient mourir dans cette fête, saluèrent leur Dieu, debout dans la tempête. Leur bouche, d'un seul cri, dit « Vive l'empereur !» Puis, appalant, musique en tête, sans fureur, tranquille, souriant à la mitraille anglaise, la garde impériale entra dans la fournaise. Ils allaient l'arme au bras, front haut, grave, stoïque, pas un ne recula. Dormaient morts héroïques. Le reste de l'armée hésitait sur leur corps et regardait mourir la garde. C'est alors qu'élevant tout à coup sa voix désespérée, la déroute, géante, à la face effarée, qui, pâle, épouvantant les plus fiers bataillons, changeant subitement les drapeaux en haillons, à de certains moments, spectre fait de fumée, se lève grandissante au milieu des armées. La déroute apparut aux soldats qui s'émeut, et, se tordant les bras, cria « Sauve qui peut !» Sauve qui peut. Affront, horreur, toutes les bouches criaient. En un clin d'œil, comme s'envole au vent une paille enflammée, s'évanouit ce bruit qui fut la grande armée. Napoléon les vit s'écouler comme un fleuve. Hommes, chevaux, tambours, drapeaux. Et dans l'épreuve, sentant confusément revenir son remords, levant les mains au ciel, il dit « Mes soldats morts, moi vaincu, mon empire est brisé comme verre. Est-ce le châtiment cette fois, Dieu sévère ?» Alors, parmi les cris, les rumeurs, le canon, il entendit la voix qui lui répondait « Non !» Après Waterloo, en 1815, Napoléon Ier fut exilé dans l'Atlantique Sud, à l'île de Sainte-Hélène, sous la domination des Anglais, dirigés alors par le général Hudson Lowe. Il croula. Dieu changea la chaîne de l'Europe. Il est, au fond des mers que la brume enveloppe, un roc hideux, débris des antiques volcans. Le destin prit des clous, un marteau, des carcans, saisit, pâle et vivant, ce voleur du tonnerre, et joyeux s'en alla sur le pic centenaire le clouer, excitant par son rire moqueur le vautour Angleterre à lui ronger le cœur. Plus d'empereur, Napoléon était retombé Bonaparte. Comme un Romain blessé par la flèche du Parthe, saignant, morne, il songeait à Moscou qui brûla. Un caporal anglais lui disait « Halte là !» Au bord des mers, à l'heure où la bise se tait, sur les escarpements croulant en noir décombre, il marchait, seul, rêveur, captif des vagues sombres. Sur les monts, sur les flots, sur les cieux, triste et fier, l'œil encore ébloui des batailles d'hier, il laissait sa pensée errer à l'aventure. Grandeur, gloire, ô néant, calme de la nature. Les aigles qui passaient ne le connaissaient pas. Les rois, ses guichetiers, avaient pris un compas et l'avaient enfermé dans un cercle inflexible. Un jour, enfin, il mit sur son lit son épée et se coucha près d'elle et dit « C'est aujourd'hui. » On jeta le manteau de Marengo sur lui. Ces batailles du Nil, du Danube, du Tibre se penchaient sur son front. Il dit « Me voici libre. »
Je suis vainqueur. Je vois mes aigles accourir. Et, comme il retournait sa tête pour mourir, il aperçut, un pied dans la maison déserte, Hudson Lowe guettant par la porte entr'ouverte. Alors, géant broyé sous le talon des rois, il cria « La mesure est comble cette fois, Seigneur, c'est maintenant fini. Dieu que j'implore, vous m'avez châtié. » La voix dit « Pas encore. » Entre la tragédie épique et la farce grotesque, 3 autres poèmes pour rappeler la naissance de la glorieuse légende napoléonienne. Ô noirs événements, vous fuyez dans la nuit. L'empereur mort tomba sur l'empire détruit. Napoléon alla s'endormir sous le sol. Et les peuples alors, de l'un et l'autre pôle, oubliant le tyran, s'éprirent du héros. On ne regarda plus qu'un seul côté des temps, on ne se souvint plus que des jours éclatants. Cet homme étrange avait comme enivré l'histoire. Comme dans les tombeaux des Romains abolis, on se mit à fouiller dans ces grandes années. Et vous applaudissiez, nations inclinées, chaque fois qu'on tirait de ce sol souverain, ou le consul de marbre, ou l'empereur d'airain. Le nom grandit quand l'homme tombe. Jamais rien de tel n'avait lui. Calme, il écoutait dans sa tombe la terre qui parlait de lui. Comme Cyrus dans Babylone, il voulait, sous sa large main, ne faire du monde qu'un trône et qu'un peuple du genre humain. Et bâtir, malgré les huées, un tel empire sous son nom, que Jéhovah, dans les nuées, fut jaloux de Napoléon. Enfin, mort triomphant, il vit sa délivrance, et l'océan rendit son cercueil à la France. L'homme, depuis 12 ans, sous le dôme doré, reposait, par l'exil et par la mort sacrée, en paix. Quand on passait près du monument sombre, on se le figurait, couronne au front dans l'ombre, dans son manteau semé d'abeilles d'or, muet. Couché sous cette voûte où rien ne remuait, lui, l'homme qui trouvait la terre trop étroite, le sceptre en sa main gauche et l'épée en sa droite, à ses pieds, son grand aigle, ouvrant l'œil à demi, et l'on disait, c'est là qu'est César endormi. Laissant dans la clarté marcher l'immense ville, il dormait, confiant et tranquille. Dans la 7e partie de l'expiation, Victor Hugo ne s'accorde pas le 7e jour de repos de la Genèse, car l'homme qui assassina véritablement Napoléon, c'est Louis Bonaparte. Hélas, sur cette immense splendeur, il ne fallait pas moins que cette immense souillure. Hudson Lowe n'était qu'un geôlier, Hudson Lowe n'était qu'un bourreau, Hudson Lowe n'avait tué que sa vie. Louis Bonaparte tue sa gloire. Ce que Victor Hugo notait en prose, au cours de l'été 1852, dans son Napoléon le Petit, il exprime ici en vers d'une intensité satirique rarement atteinte. Imitant Callot, le célèbre caricaturiste du XVIIe siècle, Victor Hugo, dans ce 7e et dernier poème de l'expiation, fait défiler, à côté du célèbre bandit Cartouche, déjà cité, et de Mandrin, autre bandit célèbre, les principaux dignitaires, civils, militaires ou religieux, dont s'entoura Napoléon III, fils, comme je vous l'ai dit au début, d'Hortense de Beauharnais. Quant à Balthazar, cité à la fin du poème, c'était le roi de Babylone auquel le prophète Daniel prédisit sa mort dans la Bible. Une nuit, c'est toujours la nuit dans le tombeau, il s'éveilla. Luisant comme un hideux flambeau, d'étranges visions emplissaient sa paupière. Des rires éclataient sous son plafond de pierre. Livide, il se dressa. La vision grandit. Ô terreur! Une voix qu'il reconnut lui dit « Réveille-toi. Moscou, Waterloo,
Sainte-Hélène, l'exil, les rois geôliers, l'Angleterre, hautaine, sur ton lit accoudé à ton dernier moment. Sire, cela n'est rien, voici le châtiment. Sire, on t'a retiré de ton panthéon bleu. Sire, on t'a descendu de ta haute colonne. Regarde, des brigands dont les seins tourbillonnent, d'affreux bohémiens, des vainqueurs de charniers, te tiennent dans leurs mains et t'ont fait prisonnier. À ton orteil d'airain, leurs pattes infâmes touchent. Ils t'ont pris. Tu mourus comme un astre se couche, Napoléon le Grand, empereur. Tu renais, Bonaparte, écuyer du cirque beauharnais. Aux passants attroupés devant leur habitacle, ils disent, entends-les, empire à grand spectacle. Le pape est engagé dans la troupe. C'est bien, nous avons mieux. Le czar a né. Mais ce n'est rien. Le czar n'est qu'un sergent. Le pape n'est qu'un bonze. Nous avons avec nous le bonhomme de bronze. Nous sommes les neveux du grand Napoléon. Et foule, Magnan, Rouher, parieux caméléon font rage. Ton nom leur sert de lit, Napoléon Ier. On voit sur Austerlitz un peu de leur fumier. Ta gloire est un gros vin dont leur honte se grise. Cartouche essaie aimer ta redingote grise. On quête des liards dans le petit chapeau. Pour tapis, sur la table, ils ont mis ton drapeau. Et ta main qui tenait l'étendard de Lodi, cette main qui portait la foudre, ô Bonaparte, aide à piper les dés et fait sauter la carte. Faussaires, meurtriers, escrocs, forbans, voleurs, ils savent qu'ils auront, comme toi, des malheurs. Leur soif, en attendant, vide la coupe pleine à ta santé. Poissy trinque avec Sainte-Hélène. Regarde, bal, sabbat, fête matin et soir. La foule au bruit qu'ils font se culbute pour voir. Debout sur le tréteau qu'assiège une cohue qui rit, bâille, applaudit, tempête, siffle, hue, entourée de pasquins agitant leurs grelots. Commencer par Homère et finir par Callot. Épopée, épopée, oh, quel dernier chapitre. Devant cette baraque, abjecte et vil bazar, où Mandrin mal lavé se déguise en César, riant, l'affreux bandit dans sa moustache épaisse, toi, spectre impérial, tu bats la grosse caisse. L'horrible vision s'éteignit. L'empereur, désespéré, poussa dans l'ombre un cri d'horreur. Démon aux visions funèbres, toi qui me suis partout que jamais je ne vois, qui donc es-tu? Je suis ton crime, dit la voix. La tombe alors s'emplit d'une lumière étrange, semblable à la clarté de Dieu quand il se venge. Pareils aux mots que vit resplendir Balthazar, deux mots, dans l'ombre écrits, flamboyaient sur César. Bonaparte, tremblant comme un enfant sans mère, leva sa face pâle et lut 18 Brumaire. Livre 6.
la stabilité est assurée. Après le souffle puissant, qui donne au contenu satirique de l'expiation des dimensions épiques, Victor Hugo aborde dans ce livre 6 un thème nouveau. Il évoque ainsi, à plusieurs reprises, la prospérité matérielle amenée par le Second Empire. Prospérité qui semble faire oublier le coup d'État, les proscriptions et autres atteintes à la liberté. Il est l'appui de l'ordre. Il est bon catholique. Il signe hardiment prospérité publique. La trahison s'habille en général français. L'archevêque ébloui bénit le dieu succès. C'était crime, je dis, mais c'est au fait dimanche. Du pourpoint probité, l'on retourne la manche. Sache qu'un guet-apens, par où nous triomphâmes, est juste, honnête et bon. Tout au rebours des femmes, sache qu'en vieillissant, le crime devient beau. Il plane, cygne, après s'être envolé, corbeau. Oui, tout cadavre utile exhale une odeur d'ambre. Que vient-on nous parler d'un crime de décembre quand nous sommes en juin? L'herbe a poussé dessus. Toute la question, la voici. Fil, tissu, cotons et sucres bruts prospèrent. Le temps passe. Le parjure difforme la trahison basse, en avançant en âge ont la propriété de perdre leur bassesse et leur difformité. Et l'assassinat louche et tout souillé de fange change son front de spectre en un visage d'ange. Avec ces quelques vers ironiques que vous venez d'entendre, comme bien d'autres, de cette 6e partie des Châtiments, Victor Hugo se montre visionnaire. Les Châtiments, publiés en effet à partir de 1853, Victor Hugo ne pouvait connaître toutes les réussites matérielles futures apportées par le Second Empire, réussites célébrées plus tard par des historiens. La stabilité politique, favorisant les affaires, la classe bourgeoise a en effet largement profité du développement industriel, ferroviaire, commercial, touristique et artistique laissé par le Second Empire. Grâce aux travaux commandés par Napoléon III au baron Haussmann, préfet de Paris, la capitale s'est élargie aux faubourgs limitrophes. Grâce à ces travaux, banques, immeubles, théâtres et autres grands magasins se sont élevés le long des nouveaux et larges boulevards dont nous avons toujours le résultat probant. La largeur des nouvelles artères de cette rénovation haussmannienne permettait en outre de faciliter la répression d'émeutes dangereuses pour la stabilité. Eugène Delacroix, qui avait immortalisé les émeutes de juillet 1830, accepta que sa peinture soit exposée à Paris au Palais de l'Industrie, construit spécialement à l'initiative du gouvernement pour y accueillir en 1855 la première exposition universelle française. Cette peinture, à partir de 1863, ira enrichir la collection parisienne du musée du Luxembourg. Quant au Palais de l'Industrie, construit le long des Champs-Élysées, et de ce fait symbole ostentatoire de la réussite matérielle du Second Empire, il sera détruit à partir de 1896 et remplacé par le Grand et le Petit Palais. Livre 7. Les sauveurs se sauveront. Le poème choisi dans ce 7e livre des Châtiments est riche en symboles. Pour mieux les cerner, il nous faut remonter à la tradition biblique dont Hugo nous avait déjà donné un exemple à la fin de l'expiation lorsqu'il évoquait Balthazar, le roi de Babylone, sur le point d'être déchu et tué. Dans cette tradition, la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, prépare à l'arrivée, dans la seconde partie, le Nouveau Testament, d'un sauveur, à savoir Jésus, dont le nom biblique signifie Dieu sauve. Ainsi, au cours de l'Exode, les enfants d'Israël, dits Hébreux ou Israélites, guidés par Moïse, ont fui l'esclavage en Égypte pour venir s'installer en Canaan, autrement dit la Palestine, terre
que leur promettait leur texte biblique. Au cours de ce long voyage, Moïse se serait vu confier par Dieu, sur le mont Sinaï, les tables de la loi, les fameux 10 commandements qui fondent la religion des Hébreux. Pour sceller leur alliance avec Dieu, appelé Yahweh, ces tables furent enfermées dans un coffre précieux qui n'allait jamais les quitter. L'arche d'alliance symbolisant en effet la mystérieuse présence de Dieu Yahweh au milieu de son peuple. Au bout de cet exode, les Hébreux arrivent, selon le livre de Josué, successeur de Moïse, en vue de la ville de Jéricho, dernier verrou à faire sauter pour entrer enfin dans cette terre prétendument promise. Josué, dont le nom grec a donné Jésus, qui signifie, nous l'avons vu, Dieu sauve, dirige les opérations de conquête racontées dans la partie de la Bible qui porte son nom. Et le chiffre 7, si présent dans quantité d'autres civilisations, au point d'être appelé le chiffre magique, est omniprésent dans tous les récits bibliques et, vous allez l'entendre, il est particulièrement abondant dans cette prise de Jéricho. Or, Jéricho s'était soigneusement barricadé contre les Israélites. Personne n'en sortait, personne n'y entrait. Yahweh dit alors à Josué, « Vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi. Vous tous les combattants, vaillants guerriers, vous contournerez la ville pour en faire une fois le tour. Et pendant 6 jours, tu feras de même. Mais 7 prêtres porteront 7 trompes en avant de l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompe. Lorsque la corne de bélier retentira, tout le peuple poussera un formidable cri de guerre, et le mur de la ville s'effondrera sur place. Pour affirmer le progrès dans le prologue Nox, c'était, vous l'avez entendu au début, par la honte et non par la mort, que Victor Hugo s'était proposé de châtier Napoléon III. De même que Josué, au retour d'Égypte, dut faire 7 fois le tour de Jéricho, en Palestine, avant de faire triompher les Hébreux, de même, le poète-prophète devait lancer 7 livres d'imprécations pour imprimer la honte au front de l'empereur et pour que le peuple et l'humanité, balayant Napoléon III, puissent passer de Nox à Lux, des ténèbres à la lumière. Sonnez, sonnez toujours, clairon de la pensée. Quand Josué, rêveur, la tête aux cieux dressée, suivi des siens, marchait, et, prophète irrité, sonnait de la trompette autour de la cité, au premier tour qu'il fit, le roi se mit à rire. Au second tour, riant toujours, il lui fit dire « Crois-tu donc renverser ma ville avec du vent ?» À la 3e fois, l'arche allait en avant, puis les trompettes, puis toute l'armée en marche. Et les petits enfants venaient cracher sur l'arche. Et, soufflant dans leurs trompes, imitaient le clairon. Au 4e tour, bravant les fils d'Aaron, entre les vieux créneaux tout brunis par la rouille, les femmes s'asseyaient en filant leurs quenouilles et se moquaient, jetant des pierres aux Hébreux. À la 5e fois, sur ces murs ténébreux, aveugles et boiteux vinrent, et leurs huées raillaient le noir clairon sonnant sous les nuées. À la 6e fois, sur sa tour de granit, si haute qu'au sommet l'aigle faisait son nid, si dur que l'éclair luttant vint foudroyer, le roi revint, riant à gorge déployée, et cria « Ces Hébreux sont bons musiciens !» Autour du roi joyeux riaient tous les anciens qui le soir sont assis au temple et délibèrent. À la 7e fois, les murailles tombèrent. Partis des ténèbres de Nox, nous arrivons à la clarté lumineuse de Lux, au milieu d'une vision apocalyptique, aux grandioses perspectives d'optimistes, bien propres à réconforter les proscrits du Second Empire et les innombrables victimes de toutes les tyrannies politiques de tous les temps et de tous les pays. Dans ces derniers vers, Victor Hugo va encore une fois se montrer visionnaire, car dès 1859, Napoléon III décréta l'amnistie pour les prisonniers politiques. La loi de 1864
ouvrit la voie au droit de grève et au syndicalisme, et une autre limita l'âge du travail des enfants et porta à 60 ans l'âge du départ en retraite. Mais l'espérance de vie d'un ouvrier était alors de 40 ans. Temps futur, vision sublime. Les peuples sont hors de l'abîme. Le désert morne est traversé. Après les sables, la pelouse. Et la terre est comme une épouse, et l'homme est comme un fiancé. Dès à présent, l'œil qui s'élève voit distinctement ce beau rêve qui sera le réel un jour. Car Dieu dénouera toute chaîne, car le passé s'appelle haine, et l'avenir se nomme amour. Fête dans les cités, fête dans les campagnes, les cieux n'ont plus d'enfer, les lois n'ont plus de bagne. Où donc est l'échafaud? Ce monstre a disparu. Tout renaît. Le bonheur de chacun est accru de la félicité des nations entières. Oui, je vous le déclare. Oui, je vous le répète, car le clairon redit ce que dit la trompette. Tout sera paix et jour. Liberté. Plus de serfs et plus de prolétaires. Ô sourire d'en haut, ô du ciel pour la terre, majestueux amour. L'arbre saint du progrès, autrefois chimérique, croîtra, couvrant l'Europe et couvrant l'Amérique, sur le passé détruit, et, laissant les terres pures, luire à travers ses branches, le jour apparaîtra plein de colombes blanches, plein d'étoiles, la nuit. Et nous qui serons morts, morts dans l'exil peut-être, martyrs saignants, pendant que les hommes, sans maître, vivront, plus fiers, plus beaux, sous ce grand arbre, amour des cieux qui l'avoisinent, nous nous réveillerons pour baiser sa racine au fond de nos tombeaux. Victor Hugo ne mourut pas en exil, mais, après le début de la publication de ce châtiment que je viens de vous présenter, il quitta l'île de Jersey en 1855 pour aller s'établir dans sa voisine, Guernesey, anglo-normande également. C'est là qu'il achèvera d'écrire notamment 3 de ses plus grandes œuvres. Ainsi paraîtront en 1856 Les Contemplations, en 1859 La Légende des siècles et en 1862 Les Misérables. Hugo reviendra triomphalement en France le 5 septembre 1870 dans les circonstances suivantes. Le 31 août 1870, alors que Napoléon III est entré en guerre contre la Prusse, gouvernée par le roi Guillaume, Victor Hugo écrit de Bruxelles les strophes suivantes. Puisqu'en ce jour, les toits brûlent, jour sacré, puisque c'est le moment où les lâches reculent, j'accourrai. France, aujourd'hui qu'arrive avec sa sombre foule Attila, aujourd'hui que le monde autour de toi s'écroule, me voilà. Et peut-être, en la terre où brillait l'espérance, pur flambeau, pour prix de mon exil, tu m'accorderas, France, un tombeau. Le lendemain, 1er septembre, après la défaite de Sedan, Napoléon III est fait prisonnier. Le 4, Paris proclame la République. Le 5, Hugo est à Paris. Il y mourra 15 ans plus tard, en 1885, et sera honoré de funérailles nationales suivies par une foule immense. Son cercueil, après une nuit d'exposition sous l'Arc de Triomphe, fut amené en grande pompe au Panthéon qui porte à son fronton « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ».